Avant de passer à la vidéo, je préfère dire 2-3 petites choses. C'est que il se peut que l'arrière-plan soit pas joli. J'ai une petite chose ici qui a décidé de dormir et j'ai pas voulu le déloger pour faire mon lit. Et on referme la parenthèse. Alors le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un sujet qui à mon avis va beaucoup susciter votre curiosité évidemment, et encore plus encore si jamais vous connaissez mon histoire personnelle et plus particulièrement celle de mon fils. Pour vous résumer les grandes lignes à ceux et celles qui n'étaient pas encore au courant, et tant mieux quelque part parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont j'aime pas forcément faire étalage, ouais. C'est que nous sommes une famille recomposée. Je sais qu'il y en a énormément qui n'étaient pas au courant, qui pensaient que les 2 enfants que j'avais étaient de David, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Mon aîné n'est pas de David à proprement parler. Donc quand je suis tombée enceinte de ce bébé, j'avais 19 ans et demi, j'allais sur mes 20 ans, j'allais tout juste les avoir d'ailleurs. Avec le papa, on avait décidé d'un commun accord de garder le bébé, même si c'était un peu l'inconnu. Pour nous, c'était même un peu précipité. On s'était quand même mis d'accord sur le oui, on le garde. Et finalement, c'est à presque 3 mois de grossesse, pas tout à fait, mais presque à 3 mois de grossesse, que finalement il a décidé que non. Et donc cette vidéo-ci, c'est simplement pour vous exprimer ma pensée 10 ans plus tard sur cet événement de ma vie, à savoir si je pense exactement la même chose que je pensais au préalable. Est-ce qu'à l'heure qu'il est aujourd'hui, je me considère encore comme une femme ayant été bafouée, abandonnée, trahie? Est-ce que j'ai toujours du ressentiment ou est-ce que j'ai réussi à mettre de l'eau dans mon vin? Je vais répondre à toutes ces questions aujourd'hui parce que je trouve que c'est intéressant en fait d'avoir pris 10 ans de recul pour voir un petit peu si, en termes de point de vue, on s'encroute, on se stabilise ou au contraire, on s'adoucit. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Donc c'est vrai que depuis la nuit des temps, les femmes ont bien l'habitude de se faire abandonner lorsqu'elles sont enceintes. Dès lors qu'elles apprennent leur grossesse, pendant leur grossesse, juste avant leur accouchement et après, il y a des séparations, voire même des parents qui décident d'abandonner les enfants. C'est un petit peu le lot des femmes. Alors il y a des papas aussi à qui ça arrive, des abandons comme ça une fois que les enfants sont nés, mais c'est pas le sujet de la vidéo évidemment. Là je vais surtout faire des parallèles par rapport à mon expérience qui est aussi l'expérience d'autres femmes. Et donc bien souvent quand il nous arrive de se faire abandonner, on va dire ça comme ça, le premier des sentiments qu'on a, c'est une immense rancœur, une immense amertume. On nourrit de la colère aussi quelque part parce que c'est vrai que qui d'autre, à part un père et une mère, alors vous allez me dire mais oui mais ça existe les grands-mères, les trucs, les si, qui d'autre qu'un père et une mère pour vraiment ressentir ce qu'on ressent face à notre petite créature, à notre petit enfant quoi. Bien sûr qu'on va trouver des gens autour de nous qui vont aussi être attendris de la situation et qui vont aimer un enfant au-delà même de ce qu'on est capable d'imaginer. Bien sûr que ça va se faire, mais le sentiment fondamental d'un parent, il est complètement unique quoi. Je veux dire, il se partage qu'entre 2 personnes et je pense que c'est aussi pour ça que ça fait autant mal. Donc moi aussi je fais partie de ces jeunes filles, parce que dans mon cas j'étais pas adolescente mais j'étais jeune femme en tout cas. Donc moi aussi j'ai fait partie de ces jeunes femmes qui ont connu une grossesse qui s'est complètement fait gâcher, ça c'est le terme plus qu'approprié je crois, de par le fait que la grossesse était trop rapide, illégitime. Ah oui parce que à 20 ans à peine, hein, je veux dire quand mon fils est né j'avais 20 ans et demi tout juste, pas eu le temps de faire des études supérieures, donc pas de diplôme, pas de métier, pas de logement, pas de rentrée d'argent, rien en fait. Et pour le coup dans cette situation là, plus de papa non plus. Donc voilà, c'était tous ces aspects qui ont fait que cette grossesse était perçue comme inconvenable, c'était pas le moment, c'était pas pour moi, c'était pas maintenant. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, je suis tombée enceinte par accident responsable. Et en fait, par rapport à mon changement d'opinion là-dessus, c'est vrai que ça concerne pas le papa directement, mais on va dire que ça concerne l'expérience en elle-même. J'ai beaucoup changé de point de vue et beaucoup changé d'avis sur la façon dont je suis tombée enceinte. En fait, si vous voulez, j'étais séparée d'une longue relation. Donc j'avais arrêté complet de prendre la pilule, je ne me protégeais plus et j'étais protégée par pilule. Quand j'ai rencontré le papa biologique de mon fils, je n'étais donc pas sous protection et à l'instant T, je le lui ai dit, je lui ai rappelé, je lui ai dit tu sais, je n'ai pas de protection. Lui-même n'en avait pas avec lui et c'est d'un commun accord qu'on a décidé de se faire confiance ou que j'ai décidé de lui faire confiance et qu'il a accepté cette responsabilité de faire attention, bien qu'encore vous n'êtes pas 100% sûr de ne pas faire un bébé, même en prétendant faire attention. Vous voyez où je veux en venir. Bon, malheureusement, la part du marché n'a pas été respectée parce que j'ai fait confiance, mais la responsabilité de la personne en face de moi n'a pas été tenue.
Encore une fois, lisez entre les lignes, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Et bam, j'ai fait un bébé. Alors le bon sens public aurait certainement voulu qu'on se dise « Ah ben non, il n'y a pas de protection, alors on en reste là ». Bravo à ceux qui savent le faire plus que le dire. Mais il faut quand même être honnête et franc. Il faut arrêter de faire les bien-pensants à tout bout de champ parce que ça devient barbant. Essayer de se faire passer pour des robots, pour des gens qui font exactement ce qu'il faut faire au bon moment, quand il faut le faire. Non, ça n'existe pas. Tout le monde foire dans sa vie au moins une fois, minimum. Donc là, pour le coup, nous, on était dans un instant magique, un instant unique, un instant vraiment saisissable. Et même si le bon sens voulait qu'on ne fasse pas de rapport, et ben en pratique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En pratique, on a cédé, on a craqué, et un point, c'est tout. Voilà, les torts sont complètement partagés, on va dire. Alors qu'à l'époque, c'est vrai que j'avais plutôt tendance à rejeter la faute uniquement sur mon partenaire. Non, en réalité, je suis tout aussi responsable parce que c'est quand même moi qui prenais le risque de porter le bébé. Et à partir du moment où c'est moi qui prends ce risque, en fait, de me retrouver dans cette situation, je dois m'assurer d'être protégée aussi. Voilà. Donc là, à cet instant, j'ai décidé quand même de prendre le risque en faisant confiance. Et en fait, faire confiance à l'autre, c'est prendre un risque en soi. Donc à partir de là, déjà, je change un petit peu de version, on va dire, enfin d'opinion. À l'époque, je disais que c'était complètement de sa faute de A jusqu'à Z. C'est lui qui m'a mis enceinte, c'est lui qui ne s'est pas retiré, c'est lui qui n'a pas assumé, c'est lui qui est parti, c'était tout lui. À partir d'aujourd'hui, j'arrive à me dire que non, je suis aussi responsable et que c'est peut-être un peu facile en fait de toujours mettre la faute sur les autres. Alors, concernant la situation, la mauvaise situation et de vouloir quand même garder son bébé. À l'époque, c'est vrai que j'avais un raisonnement de non-échec. J'ai toujours fonctionné un petit peu comme ça. J'étais vraiment très téméraire il y a quelques années en arrière. Je pense que je le suis toujours, on va dire, à ma sauce, mais téméraire d'une autre façon, d'une façon où quand même j'évalue le risque, chose que je ne faisais pas avant. Du coup, ce caractère un petit peu téméraire m'a poussée à me dire que ok, j'ai pas de travail, ok, j'ai pas de diplôme, ok, j'ai pas de situation, j'ai pas d'appart, j'ai rien en fait. Ok, je pars de moins 10, mais je n'avais pas peur de la situation. À aucun moment je me suis dit je me mets dans la merde. À aucun moment j'ai considéré que le fait de garder cet enfant pouvait être une erreur ou pouvait me gâcher la vie comme j'entendais dire de partout. À aucun moment. Et ce n'est pas parce que je comptais finalement, enfin je me disais oh ben je vais être bien, j'aurai pas de contraintes parce que un tel va m'aider à garder le bébé, un tel va m'aider à l'éduquer, à s'en occuper. Jamais dans ma tête, je n'ai planifié le fait de compter sur ma famille pour assumer ce genre de directive. Je voulais au contraire être vraiment très exclusive sur l'éducation parce que je savais exactement ce que je voulais transmettre comme valeur. Donc sur ce point-là, c'est vrai que j'ai su me faire confiance et agir. Mais pourquoi est-ce que j'étais comme ça? Parce que j'étais pas forcément motivée, on va dire, par les bonnes raisons. Et je vais les expliquer immédiatement. Parce qu'en gros, ce que je me disais, c'est « Hé, ma copine, t'es française, tu vis en France, dans un des pays qui a le plus d'aide pour les personnes en difficulté comme toi. Donc en fait, en vivant dans un pays comme la France, jamais tu te casseras les dents, jamais le pays ne te laissera tomber, tu auras toujours des aides tant que tu en auras besoin. Donc en vérité, il y en a eu d'autres avant toi, il y en aura d'autres après toi. Je vois pas pourquoi ces personnes réussiraient à payer un loyer, à payer de la bouffe à leurs enfants et à gérer leur vie tout simplement en profitant des aides et que ce serait pas ton cas. Et voilà, c'était ça que je m'étais dit. Mais je tiens quand même à nuancer ce propos qui peut être choquant en disant que malgré que je pensais comme ça et que j'y croyais dur béton, à aucun moment je me suis dit que j'allais faire carrière dans les aides sociales. Voilà, pour essayer d'en rire un peu. Non, jamais je me suis dit que j'allais faire ma vie dans les aides sociales, j'avais beaucoup trop d'ambition, je voulais trop gagner bien ma vie, je voulais trop me prouver les choses à moi-même, prouver les choses à mon entourage, donc il était hors de question de... Moi j'avais l'impression de gratter ça en fait. Donc il était hors de question de gratter ça trop longtemps, et grâce à Dieu merci, enfin grâce à Dieu et grâce à ce que j'ai entrepris aussi pour en arriver là où j'en suis, et ben j'ai pas eu des aides sociales bien longtemps. Donc par rapport à ces propos, c'est vrai que j'ai changé d'avis sur le fond, parce que je sais que tout le monde ne résonne pas en fait avec ces deux parties de substance. Je pense qu'encore une fois de nos jours, pour en avoir énormément croisé et côtoyé autour de moi, il y a beaucoup de gens en fait qui préfèrent se contenter des aides sociales et ne pas forcément en fait essayer d'explorer un petit peu leurs capacités parce qu'ils se contentent d'une vie assez modeste. Ça leur convient bien ainsi, bon.
tu es face à une grossesse que tu as envie d'assumer, certes la vie démarre très mal pour toi, alors dans ce cas-là, oui, si les aides sont censées être un tremplin à ta vie, un vrai tremplin pour te permettre de t'aider dans cette nouvelle vie qui approche et dans ta décision, bien sûr. Mais on va dire que quand ça ne tient que par un manque d'engagement personnel pour ne pas faire la démarche de faire plus et se reposer que là-dessus, alors là, non, pas du tout. En vérité, c'est des propos que je ne pourrais jamais tenir face à des jeunes, en fait, hein, en disant « Oh, mais regarde-moi !» Voilà, je me prenais genre pour un exemple à ce moment-là, en disant « Moi, j'ai pas peur, hein, les aides sont là. » Mais je pense que c'est pas le très bon message qu'on peut faire véhiculer, en fait, parce que le jeune à qui tu conseilleras justement de garder et de pas avoir peur pourrait ne pas avoir le même déclic que toi et pourrait véritablement en fait prendre des risques pour sa vie future, pour son avenir. Voilà le pourquoi vous avez sans doute cliqué sur cette vidéo, c'est pour parler du papa et de mon sentiment par rapport à cette personne. Alors c'est vrai que à l'époque, fut un temps et pendant de longues années, j'avais beaucoup fustigé cette personne-là. Et c'est vrai que j'aimais bien aussi avoir cette image de la femme forte qui s'est fait lâchement abandonner par son mec en étant enceinte, que lui il assumait pas, que moi j'assumerais tout, que lui il était un monstre, que moi j'étais un héros. Et en fait ça me plaisait parce que c'est ce que les autres me disaient surtout. Voilà, les autres me le disaient, les autres admiraient un peu la situation, bien qu'ils me plaignaient sur d'autres aspects, bien évidemment parce que c'est pas du tout une situation de rêve. Mais malgré tout en fait j'ai gagné un respect, moi qui n'étais rien avant le bébé, j'ai gagné soudainement un respect auquel je m'étais amourachée très très fort et du coup je cultivais un petit peu ce truc de oui je suis une femme forte qui est partie de zéro, néant, qui ne s'est jamais fait aider durant toutes ces années et qui s'en est bien sortie quoi. Alors d'un côté oui c'est sûr qu'il y a peut-être une part de courage, hein. Moi-même je l'ai toujours avoué et je l'avoue encore aujourd'hui, même pour les femmes qui n'ont pas réussi à refaire leur vie, qui sont mère solo ou même père solo, mais en fait c'est pas une médaille d'honneur que vous méritez, c'est une couronne. Donc voilà, oui, tout ça pour dire qu'en espèce, il y a une sorte de réalité, il n'y a pas que de l'illusion derrière tout ça, c'est vrai qu'il y a quand même un peu de courage. On peut pas nier qu'il y a du courage, parce que c'est une épreuve quand même d'éduquer des enfants, mais surtout de bien les éduquer. Parce que c'est pas très difficile finalement que d'avoir un bébé, mais ouais, je crois que la nuance elle se situe vraiment ici, c'est que le plus difficile c'est d'avoir un bébé, mais surtout essayer de ne pas le traumatiser, essayer de ne pas lui créer des insécurités, de ne pas lui créer des manques, et c'est vraiment ce tout de disponibilité et de calcul et de stratégie permanente dans la tête d'un parent qui fait que la mission est vraiment compliquée, surtout quand on est seul quoi. Mais je crois que dans beaucoup de cas aussi, quand on est vraiment trop généreux en compliments à ce genre d'égards et de sujets, c'est surtout aussi pour noyer le poisson, relever son ego, sauf que bon, la plupart du temps on s'en sert aussi en descendant, en écrasant l'autre personne. Alors il y aura toujours des cas d'exception, je veux dire, moi dans mon cas, honnêtement, aujourd'hui, je vois les choses d'un œil très différent. Je ne nourris plus les mêmes sentiments que je pouvais nourrir il y a quelques années encore en arrière. J'ai pris énormément de distance avec ce qui s'est passé et j'ai véritablement tenté de me mettre dans la tête et à la place en fait de cette autre personne. Et c'est ce qui aujourd'hui m'a permis justement de complètement changer d'opinion et de ne plus l'accuser et de ne plus le traiter de responsable de tout ce qui s'est passé. Parce que, d'une part, nous n'en avons pas souffert. Si encore ça nous avait mis dans une situation vraiment très compliquée, très difficile. Tous les abandons sont durs, mais je pense encore une fois qu'il y a des abandons qui sont pires que d'autres. Très honnêtement, réfléchissez un petit peu. Nous, le bébé n'était pas encore né, moi j'étais quand même encore assez jeune, j'ai trouvé quelqu'un assez rapidement après avoir accouché à tout hasard. Enfin vous voyez, les astres ont quand même été bien alignés de mon côté. Il y a des femmes qui n'ont pas cette chance. Donc nous n'en avons pas souffert, le petit a toujours eu une figure paternelle à la maison, j'ai toujours eu un acolyte, une aide pour pouvoir m'aider à l'éduquer quand même. Il a toujours été bien logé, il a toujours bien mangé, il a toujours été habillé, il a toujours eu ce qu'il voulait. Donc à partir du moment où je n'ai pas échoué en ça, je considère en fait que j'avais le temps de repenser à tout ça et de mettre les choses à plat
et d'essayer d'être le plus juste possible. Et pour cause, à l'époque où moi je suis tombée enceinte, si vous voulez, bon c'était pas dans mes plans de tomber enceinte aussi jeune. Adolescente, c'est vrai que j'avais envie d'être une jeune maman, mais dès que la majorité est arrivée et que j'ai pu comprendre que je pouvais faire ce que je voulais, enfin que j'étais libre, majeure et vaccinée, ben, j'ai plutôt eu envie de profiter de cette vie-là. Donc c'était pas prévu en soi que je devienne maman. Mais pour autant, j'ai toujours été l'aînée de tous les enfants de ma fréquentation quand j'étais petite. Du coup, j'ai toujours eu ce truc de traîner avec des enfants, de m'occuper des enfants, de surveiller des enfants. Quand je suis tombée enceinte, je m'occupais encore d'enfants. C'était mes sœurs jumelles qui étaient des bébés. Et on peut carrément dire que quand c'était à moi de m'en occuper, je m'en occupais exactement comme je me suis occupée finalement de mes propres enfants quand je les ai eus. Donc j'étais rodée et je connaissais, et l'un dans l'autre, même si c'était pas mes plans, ça me faisait pas peur. En revanche, je me mets à la place de ce garçon aujourd'hui qui, à l'époque, avait 19 ans, il était un peu plus jeune que moi. Lui ne trempait pas dans un milieu d'enfants, lui aimait sortir, lui aimait s'amuser, lui avait aussi des plans de carrière. Donc, il est évident que mes envies ou mes capacités du moment de pouvoir assumer un enfant, même si c'est pas prévu, ne sont pas forcément les choix et les capacités des autres. Et je pense que c'est aussi une des qualités qu'on est censé avoir en tant que femme, de pouvoir le comprendre et l'accepter. À partir du moment où tu acceptes, tu ne peux plus le reprocher à l'autre. C'est le principe même de l'acceptation. Parce que, mine de rien, être un garçon de 19 ans qui aime une fille, mais qui du coup se voit contraint d'une grossesse, et que même s'il quitte cette fille-là, il sait que cette fille veut garder le bébé, et que donc, il y aura toujours un flottement. Il y aura toujours ce flottement au-dessus de sa tête jusqu'à la fin de ses jours, de se demander si cette femme ne reviendra pas l'embêter avec ses histoires, ou si l'enfant lui-même ne reviendra pas pour le rencontrer alors qu'il n'en a pas envie. C'est aussi se faire imposer un choix qu'on n'a pas choisi. Alors autant nous, on n'aime pas se faire imposer d'aller se faire avorter alors qu'on veut garder notre bébé, autant les hommes aussi, ou ces jeunes garçons, moi je pense à lui en particulier, mais c'est vrai que ces garçons aussi se voient contraints en fait de se faire imposer quelque chose. Il n'y a pas, dans ce genre de situation, il n'y a pas on peut pas contenter tout le monde, vous voyez. Il va forcément y avoir une décision qui va contraindre l'un ou l'autre. Le consentement, vous voyez, c'est aussi ça. C'est pas un concept que féminin, hein, le consentement. C'est aussi quelque chose de masculin. Je veux dire, si le gars ne consent pas à quelque chose et qu'on le lui impose, si ça avait été dans le sens inverse, on aurait appelé ça comment? Sérieusement, vous voyez? Donc en fait, quand j'essaye d'être dans la juste mesure, d'être juste et d'être équilibrée dans mes pensées et dans mes propos, pour moi en fait, il fallait que je me calme. Il fallait pas que je reste à nourrir une colère comme ça envers ce garçon, alors qu'on a souffert d'aucune part de ça. Ce garçon avait le droit en fait de ne pas être capable, de ne pas se sentir capable d'assumer cette situation, ce rôle, cette relation. Il avait le droit de dire non. Et avec le recul même, je me dis qu'il avait le droit, en fait, de se battre pour son non-consentement. Tout comme moi je l'ai fait, moi aussi, je n'étais pas consentante à l'avortement, moi aussi je n'étais pas consentante à tout ça, et je me suis battue pour garder l'enfant. Donc à juste titre, il a fait exactement la même chose. Et le fait de ne pas avoir respecté son non-consentement, en fait, ne rend pas la situation moins grave que si ça avait été mon non-consentement à moi qui n'avait pas été respecté, je crois. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais il y a quand même une grande différence, c'est que toi c'est quand même ton corps, c'est ton corps. C'est mon corps, oui, mais ça je suis censée en avoir conscience. Vous voyez, je suis pas un enfant. Toutes les femmes ne sont pas des enfants, on est censé avoir déjà conscience de tout ça. Donc après, il en va de nos responsabilités à chacun et chacune. Je le dis, je le répète, à partir du moment où on prend une décision ferme qui nous concerne nous et notre corps justement, et qu'on décide d'accepter la situation, alors on est censé couper avec les rancœurs et avec les reproches qu'on est censé faire à l'autre. Sinon, ça signifie que c'est du flan. Je me rappelle même qu'à une certaine époque, j'étais en opposition totale, en fait, à montrer le visage de mon fils sur les réseaux sociaux. Tout est parti de là. Parce que je me disais, ben, le gars n'a pas voulu connaître son enfant, le gars n'a pas voulu assumer. Donc il est hors de question, en fait, que je diffuse des photos de mon fils sur les réseaux sociaux. Parce que mon fils vaut plus qu'une simple curiosité, parce que je savais qu'il allait faire des recherches pour voir comment l'enfant grandit, pour voir à qui l'enfant ressemble. Et en fait, j'ai décidé que Osef, j'ai la flemme maintenant d'injecter de l'énergie là-dedans. Il veut le voir, qu'il le voie, et ça va changer quoi à notre existence en vérité? On est assez solide, on est assez comme ça aujourd'hui
pour ne pas craindre en fait ce genre de curiosité et d'intrusion, d'autant qu'on n'en sera pratiquement peut-être jamais au courant. J'avais aussi tenu un autre propos qui était celui-ci où je disais qu'en gros, au moment où on s'est séparés, j'ai dit écoute, pour l'enfant, tu n'entendras jamais parler de moi, je te demanderai jamais rien, et c'est exactement ce que je me suis tenue à faire jusqu'à aujourd'hui et que je continuerai à faire. Mais je lui avais dit la porte ne te sera jamais fermée si jamais un jour tu as besoin de revenir, de parler, quelle que soit l'année, quel que soit le moment. Aujourd'hui, je nuancerai ce propos, parce que j'ai encore réfléchi à ce sujet, je nuancerai ce propos en disant simplement qu'à l'époque où je lui ai promis ça, j'avais pas une vue sur l'avenir, j'avais pas rencontré quelqu'un, je m'étais pas mariée avec quelqu'un. Ce quelqu'un en question, je ne l'imaginais même pas être un acolyte qui allait m'aider à l'éducation de cet enfant-ci. Enfin bref, je parlais du futur, mais avec ma mentalité du présent et ma situation du présent. Ce qui n'est pas compatible au final, parce que avec 10 ans de recul, maintenant je peux vous dire que oui, la porte sera toujours ouverte à une conversation, mais le contact avec l'enfant, je pense que je mettrai quand même le haut là-dessus. Mais le contact avec l'enfant, je pense que je protégerai ça. Parce que aujourd'hui Aaron est heureux, aujourd'hui Aaron est équilibré, Aaron connaît très bien son histoire. Pour nous, c'est pas du tout un sujet archi tabou, vous voyez, dans le quotidien. Mais en fait, je trouve qu'on a un équilibre exceptionnel à l'heure qu'il est actuellement. Et je ne vois pas pourquoi en fait je laisserais rentrer une autre personne sous prétexte qu'il y a les mêmes ADN qui coulent dans les veines. Je suis pas certaine que ça apporterait une plus-value à notre existence d'aujourd'hui, dans celle du petit, quoi, je veux dire. Voilà, j'en ai fini avec ce témoignage. J'espère que vous aurez quand même fait l'effort de vous mettre en bonne posture, de comprendre ce que j'essaye de vous dire, de ne pas simplement contredire comme ça en vous basant sur ce qu'aime dire la majorité, ce qu'aime penser la majorité sur les réseaux sociaux pour se faire bien voir, bien dire et ressembler à tout le monde finalement. Donc j'espère que le raisonnement vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, toute la totale. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!